Alors, le 10 mars 2026, je me souviens que l'Agence européenne de la santé a sorti cette directive, la 2026 IC7. En gros, tous ceux qui ont moins de 65 ans devaient synchroniser leurs données biométriques avec le réseau de santé continental. Sinon, on perdait l'accès à la sécu, quoi. Ce n'était pas vraiment une discussion, c'était juste une sorte de mise à jour, comme quand ton téléphone redémarre tout seul. L'infrastructure, elle était déjà là en fait, les flux de données aussi, déjà actifs depuis un moment. L'annonce, je crois qu'elle est passée à la télé, mais tard, genre quand presque personne ne regarde. Personne n'a vraiment protesté. Enfin, pas à ma connaissance. Le système s'est juste enclenché, sans bruit. Officiellement, c'était pour la santé publique, gérer les risques, optimiser les ressources, tout ça. On parlait d'efficacité, de baisse de la mortalité. Personne ne remettait vraiment ça en question. Il y avait eu des programmes pilotes pendant des années qui avaient préparé le terrain. Pour la plupart des gens, franchement, le changement, il était presque invisible. Les appareils, ils envoyaient déjà nos données depuis des années, en fait. Les montres connectées, les trackers, on avait déjà pris l'habitude de partager nos signes vitaux sans trop y penser. La directive, elle a juste rassemblé tout ça dans un seul réseau. Le consentement, finalement, on l'avait donné petit à petit, à chaque nouvel appareil, à chaque fois qu'on acceptait les conditions. La dernière étape, c'était presque une formalité en fait. On ne parlait jamais de Internet des corps à la télé ou dans les pubs. C'était toujours santé, sécurité, efficacité. Et puis, voilà, notre corps est devenu un nœud dans un réseau, nos données, une ressource partagée. Je me rends compte parfois que la vie privée, c'est devenu un truc collectif, presque comme un soin qu'on partage, sans trop savoir quand ça a basculé. Ce futur n'est pas arrivé d'un seul coup. Il s'est construit, petit à petit, à travers des milliers de décisions ordinaires, presque invisibles. Les médecins cherchaient à mieux comprendre leurs patients. Les ingénieurs, eux, rêvaient de repousser les limites de la donnée. Et, sans qu'on s'en rende vraiment compte, notre corps est devenu la source de données la plus précieuse. Les premiers appareils, pacemakers, capteurs de glucose, étaient là pour sauver des vies. Puis, chaque nouvel objet connecté a ajouté sa petite goutte à un océan d'informations sur nous. Ensemble, ces données ont pris une valeur qu'on n'aurait jamais imaginée. Ce qui était d'abord un bénéfice individuel a doucement ouvert la porte à une surveillance collective. Les assurances ont commencé à proposer des réductions à ceux qui acceptaient de partager leurs données de santé. Les entreprises, elles, ont récompensé les employés qui atteignaient leurs objectifs grâce à des appareils fournis par la boîte. Au début, tout était volontaire. Mais très vite, on a compris, nos données avaient un prix. La santé, peu à peu, est devenue une marchandise. Les lois n'ont pas suivi le rythme. Pendant ce temps, les ingénieurs miniaturisaient dans les capteurs, les rendant toujours plus puissants. Ces objets n'étaient plus réservés aux malades. Ils sont devenus des accessoires de vie, des promesses d'une meilleure version de soi. On ne parlait plus seulement de soigner, mais d'optimiser. L'idée, c'était d'aller au-delà de la réparation, d'améliorer, tout simplement. L'Internet des corps, au fond, est né de bonnes intentions et de la promesse de profit. Je me surprends parfois à me demander si j'aurais fait d'autres choix, à leur place. Et, sans bruit, tout cela s'est imposé, comme si c'était inévitable. Les tout premiers signes, c'était presque discret, non? Des capteurs qu'on avale, des lentilles de contact intelligentes. On n'y prêtait pas vraiment attention au début. Ces trucs-là, ils étaient censés être juste médicaux, au départ. Et puis, petit à petit, c'est devenu des sortes d'assistants personnels pour la santé. Les lentilles intelligentes, par exemple, elles mesuraient le glucose, oui, mais c'est fou, elles montraient aussi que la technologie pouvait vraiment se mêler à nos sens. C'est presque étrange d'y penser. Et puis, il y a eu les assurances. Petit rire. Les primes calculées en temps réel, selon ce que disaient nos objets connectés, nos implants. Vivre en sécurité, ça voulait dire payer moins. Mais, refuser tout ça, c'est devenu un luxe, et pas donné. Les athlètes, eux, utilisaient déjà des capteurs biométriques pour s'améliorer. C'était logique, mais quand même, ça s'est vite répandu. Et puis, sans qu'on s'en rende compte, c'est arrivé dans les entreprises. Programmes de bien-être, classement de sommeil,
2 pas, petit soupir. On se prenait au jeu. Le corps, c'est devenu un projet. On le mesure, on l'améliore. Parfois, j'ai l'impression qu'on oublie juste de le vivre. Et la connexion, elle n'était plus réservée aux malades. Non, c'était pour les ambitieux, les performants, ceux qui voulaient être normaux. Le réseau, il a grandi, doucement, presque sans bruit. Tiens, c'est drôle. Parfois on oublie à quel point tout ça s'est glissé dans nos vies. Un jour, sans vraiment s'en rendre compte, on a commencé à perdre un peu de contrôle sur nos propres vies. Nos données corporelles se sont mises à décider pour nous, souvent sans qu'on nous demande notre avis. Parfois, la voiture refuse de démarrer si elle détecte qu'on est fatigué ou qu'on a bu un verre de trop, trouver un emploi ou souscrire une assurance. Ça dépend maintenant de ce que disent nos données biométriques. On nous dit que c'est pour la sécurité, pour éviter les risques. Mais aujourd'hui, nos infos santé se retrouvent liées à notre travail, notre crédit, notre assurance. Mal dormir ou mal manger peut suffire à faire baisser notre score ou à perdre une couverture. Notre corps est devenu une sorte de dossier public sur nos risques. Parfois, on ne peut même plus passer un appel, nos propres données nous bloquent. Le système décide, en se basant sur ce qu'il considère comme des faits objectifs sur notre biologie. Tout ce qui fait notre histoire, nos circonstances, semble ne plus compter. On a accepté ce contrôle, petit à petit, pour plus de facilité, pour se sentir en sécurité. Et puis, un jour, tout avait changé. C'est étrange, on ne sait pas trop quoi en penser. Alors, avec tous ces corps connectés, on dirait bien que la société s'est réorganisée autour de ce qu'on pourrait appeler l'efficacité biologique. J'ai remarqué que le pouvoir, maintenant, il est surtout entre les mains de ceux qui gèrent les données biométriques. Les entreprises et les agences qui s'occupent du réseau sont devenues, en quelque sorte, les nouvelles superpuissances. On parle même de biocratie, c'est-à-dire une gouvernance basée sur les données. Les emplois, maintenant, sont attribués selon des marqueurs génétiques et des données de santé en temps réel. C'est assez étrange à imaginer, mais c'est devenu la norme. Les ressources humaines, c'est presque devenu de la gestion d'actifs biologiques, si on y pense. Les carrières, elles sont prescrites, pas vraiment choisies. Ça me fait un peu bizarre, personnellement. Même les relations ont changé. Les applis de rencontres font des associations selon la compatibilité biométrique. Les amitiés et les histoires d'amour sont préfiltrées pour l'harmonie. Je me demande si ça enlève un peu de spontanéité. Même l'attirance, qui était imprévisible avant, est devenue quelque chose de rationnel, presque calculé. La frontière entre le soi biologique et le soi numérique, franchement, elle est devenue floue. Maintenant, ce sont les données qui déterminent le travail, le partenaire, même certaines libertés. C'est un peu déstabilisant parfois. On n'a pas été remplacé par les machines, non. On a plutôt été intégré à elles. Finalement, on est tous devenus un peu comme des capteurs, branchés à un immense réseau. C'est fascinant, mais parfois, je me demande ce qu'on a perdu en route. On parle souvent de la perte de notre autonomie corporelle. Mais, honnêtement, l'a-t-on jamais vraiment possédée? C'est une question qui mérite réflexion. Après tout, nos corps ont toujours été influencés par la génétique, la maladie, le temps qui passe. On n'a jamais eu un contrôle total. L'Internet des corps, finalement, c'est juste un nouveau transfert d'influence. On passe du désordre naturel à une forme d'ordre algorithmique. Avant, une mutation pouvait signifier la maladie. Aujourd'hui, c'est parfois un algorithme qui limite nos choix. Le principe reste un peu le même. Au final, la vie reste contrainte. Mais c'est un autre acteur qui intervient. Ce système, il faut le reconnaître, nous libère parfois de l'incertitude, des mauvais choix, ou du moins il essaie. On parle d'un soin rationnel, préventif, à grande échelle. C'est impressionnant, mais ça fait réfléchir. Revendiquer l'autonomie, c'est aussi accepter le risque, la possibilité de souffrir. Est-ce qu'on est prêt à ça? L'Internet des corps, finalement, échange une certaine idée de liberté contre une sécurité gérée. Est-ce vraiment si différent? Ce n'est peut-être pas du contrôle pur, c'est plutôt un échange, non? Au fond, on a troqué une souveraineté qu'on n'a jamais vraiment eue contre une sécurité qu'on n'aurait jamais pu atteindre seul. C'est une observation qui laisse songeur. Nous avons construit un monde où tout semble fonctionner. Les maladies sont anticipées, les accidents évités, et nos rôles sont définis par les données. Le système tient bon. Il n'y a ni chaos, ni incertitude. Nos corps sont gérés comme des ressources, et l'inquiétude s'estompe.
Nous avons accepté de donner nos données pour obtenir de l'ordre. Il n'y a pas eu de moment précis où tout a basculé, juste une adaptation, petit à petit. Nous n'avons pas été forcés, nous avons évolué avec le système. Notre biologie fait désormais partie de l'infrastructure du monde moderne. Nous vivons plus longtemps, en meilleure santé et en sécurité. Les chiffres sont bons, les données montrent que tout va bien. Pourtant, un silence s'est installé. L'imprévu humain s'est effacé. Même l'aventure d'être humain est devenue plus rationnelle, plus efficace. Et dans ce calme presque parfait, une question demeure. Qu'avons-nous vraiment laissé derrière nous? Quand je vois une ville parfaitement ordonnée, je me demande si, en cherchant la sécurité, nous avons oublié la beauté de l'imprévu, ces petits moments qui rendaient la vie unique et profondément humaine.